Kofi Dibi est le nouveau président du Conseil économique et social. Il remplace Marcel Zadikessi dont le mandat a expiré. Nous en reparlerons dans quelques minutes. La France et la Côte d'Ivoire ont signé une convention d'affectation du programme de renforcement du système de santé du deuxième CED. Cette signature de convention porte sur un montant de plus de 44 milliards de francs CFA. Commémoration de la Journée internationale de l'enfant africain, des actions contre la pauvreté sont menées à travers le continent. Un événement annuel qui commémore le massacre des enfants de Soweto en 1976 par le régime de l'apartheid. 34 migrants, dont 20 enfants, sont morts dans le désert nigérian tentant de se rendre en Algérie voisine. Ils ont été abandonnés par des passeurs. Madame, Monsieur, bonsoir. Charles Kofi Dibi a été nommé président du Conseil économique et social par le président Ouattara. Cette nomination intervient à la suite de l'expiration du mandat de Marcel Zadikessi. L'annonce a été faite par le secrétaire général de la présidence. Écoutons Amadou Bonkoulibaly. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce jeudi 16 juin 2016 à la nomination de M. Charles Kofi Dibi en qualité de président du Conseil économique et social. Cette nomination intervient à la suite de l'expiration du mandat de M. Marcel Zadikessi, nommé en qualité de président du Conseil économique et social par décret numéro 2011-93 du 13 mai 2011 pour une durée de 5 ans. Par ailleurs, M. Tiemoko Yade Koulibaly, premier vice-président du Conseil économique et social, est appelé à d'autres fonctions. Fait à Abidjan le jeudi 16 juin 2016. Je vous remercie. Charles Kofi Dibi a été nommé président du Conseil économique et social. Sia Abou Ouattara, lui, prend les rênes de la Direction générale des impôts. Il a été retenu sur 381 personnes qui avaient postulé à ce poste. Il cumule 26 années d'expérience dans l'administration fiscale et a obtenu le meilleur score à l'issue de l'appel d'offres à candidature. Francis Boifo fait le portrait du nouveau directeur général des impôts. Oui, bonjour. 24 heures après la proclamation des résultats de l'appel à candidature voulu par le président de la République, le nouveau directeur général des impôts est à la tâche. À 54 ans, Sié Abou Ouattara succède à Pascal Kouakou Abina, l'actuel ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Sur 381 candidatures enregistrées par un cabinet international, 25% de fonctionnaires, 51% du privé et 24% de la diaspora, les dossiers et les prestations de cet administrateur en chef des services financiers, classe exceptionnelle, grade 6, ont retenu l'attention du jury. Il totalise 26 ans au service de la Direction générale des impôts DGI, dont 16 en qualité de directeur d'administration centrale. Il a contribué à l'élaboration des tests de réforme initiés à la DGI en qualité de directeur des grandes entreprises. L'administration fiscale, Sié Abou Ouattara la connaît bien. Il a également occupé les postes de directeur des opérations d'assiette, sous-directeur des exonérations et des régimes fiscaux, chef de centre des impôts, chef d'inspection patente, rédacteur au service de la législation. Le nouveau directeur général des impôts a été expert consultant auprès de la commission de l'UMOA et du Centre régional d'assistance technique du FMI pour l'Afrique de l'Ouest. Sié Abou Ouattara est titulaire d'une maîtrise en droit public à la faculté de droit d'Abidjan, d'un diplôme de cycle supérieur de l'ENA. La France et la Côte d'Ivoire signent une convention d'affectation du programme de renforcement du système de santé du deuxième CED. Cette signature de convention qui intervenait à la faveur de la visite en Côte d'Ivoire du directeur général de l'Agence française de développement porte sur plus de 44 milliards de francs CFA. Le reportage de Herman Guivet. Chaude poignée de main de Rémi Rioux.
directeur général de l'Agence française de développement, et Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre de Côte d'Ivoire. La signature du deuxième programme de renforcement du système de santé ivoirien, financé à hauteur de 44,6 milliards de francs CFA, vient juste de se tenir dans les locaux de la primature. Les raisons de ce soutien de l'Agence française de développement à la Côte d'Ivoire sont multiples. Réduire considérablement le taux de mortalité maternelle et infantile, améliorer l'accessibilité des populations ivoiriennes les plus vulnérables à des services de santé de qualité. La finalité ultime de l'action du président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, c'est d'assurer une croissance forte, mais durable et inclusive, et une prospérité partagée pour assurer le bien-être des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Il nous faut donc conjuguer nos efforts dans tous les secteurs afin de donner tout son sens à la coopération solidaire et mutuellement bénéfique à laquelle aspirent la France et la Côte d'Ivoire. 2 jours, c'est le temps qu'aura duré le séjour du directeur général de l'Agence française de développement en Côte d'Ivoire, Rémi Rioux. Un séjour marqué par des actions de terrain, dont une visite au CHU de Trècheville pour constater le travail effectué par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en matière de formation des personnels paramédicaux qualifiés. Une signature de convention qui s'est tenue en présence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Georges Auxerre. Le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État a présenté cet projet de loi à l'Assemblée nationale. Ces projets portent sur la ratification du Code des douanes, l'exonération de taxes et les redevances à l'exportation du cacao et aussi un projet portant modification du Code général des impôts. Ces projets ont été tous adoptés à l'unanimité. Les producteurs audiovisuels réfléchissent sur la mise en place d'une convention collective en vue de réglementer le secteur. Une réflexion qui pose les bases de prochaines rencontres pour la mise en œuvre de cette convention. Une convention qui va élaborer les clauses d'un contrat social fort entre patronat et employés. Franck Diop. Un film projeté, un public attentif. Le secteur du cinéma, voire de l'audiovisuel, a toujours captivé. Chacun espère y trouver sa place. Certaines personnes pensent qu'avoir une caméra, on devient professionnel de l'audiovisuel ou avoir un ordinateur. Non, c'est une science. Et il faut apprendre, il faut être professionnel. Être professionnel, depuis 2009, 4 associations du secteur ont fédéré autour du CEPACI, Conférence des producteurs audiovisuels de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, l'heure est venue de donner à ce milieu-là une convention collective qui va permettre donc de régir les activités des uns des autres dans ce secteur et permettre à ce que la concurrence qui va s'installer puisse bénéficier, disons, aux promoteurs. Et cette concurrence, la libéralisation de l'espace audiovisuel, bientôt mise en œuvre par l'État ivoirien. Cette rencontre donc pour définir les premiers axes de réflexion pour l'élaboration de cette convention collective. Nous avons réfléchi sur cette convention collective-là pour permettre à tous les producteurs de pouvoir avoir un mode de travail et de ne plus exploiter justement ces techniciens-là qui travaillent de jour et de nuit avec nous. Et pour outiller les producteurs sur la question, le Burida, Bureau ivoirien du droit d'auteur, est un expert du droit du travail. Lorsqu'il y a des conventions beaucoup plus favorables, qui accordent plus de garanties et de droits aux salariés, on peut mettre en place ces conventions collectives. L'intérêt, c'est d'adapter les relations de travail, le code du travail à leur domaine spécifique. Une adaptation qui ne se fera facilement que si les producteurs eux-mêmes demeurent professionnels. Un conseil prodigué par le directeur général de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, partenaire privilégié. Si vous ne respectez pas votre travail, que le résultat n'est pas à la hauteur, le problème derrière, c'est qu'on ne peut distribuer que ce qu'on a gagné. Si ce que vous faites, vous ne l'amenez pas à la qualité qu'il faut, on ne pourra pas en tirer, que ce soit sur le marché ivoirien en termes de publicité ou à la vente dehors, on ne pourra pas en tirer beaucoup. Et si on ne crée pas un vrai marché, quelles que soient les lois qu'on peut se donner, ça ne va pas tenir. Sérieux et cohésion donc requis pour les producteurs audiovisuels. Les travaux pour l'élaboration de cette convention collective démarreront bientôt.
L'audiovisuel était au cœur de la coopération ivoiro-indienne. Des fictions audiovisuelles indiennes faisaient le bonheur des populations ivoiriennes et continuent de faire leur bonheur. Saloni et Vadei, vous vous souvenez, ont conquis le cœur des Ivoiriens qui, pour rien au monde, ne manquaient un épisode de ces feuilletons. Pour contenter ses téléspectateurs, la RTI a donc envoyé des reporters visiter quelques majors du secteur à Mumbai, la capitale indienne. Christelle Menant nous parle des accord de coproduction avec la RTI. Vadei, Saloni, des feuilletons indiens très connus des Ivoiriens. Quelles sont les recettes de leur succès? C'est ce que la RTI est allée découvrir en mars dernier. Quand la petite délégation envoyée par le groupe RTI atterrit dans la capitale Mumbai, son agenda est chargé de rendez-vous avec des acteurs d'une industrie en croissance continue. Parmi eux, un des plus grands groupes audiovisuels d'Inde, le conglomérat SL Group, propriétaire des chaînes Zee. Échanges sur les méthodes de programmation, visite de studios de production, toutes les étapes sont scrutées, du pitch projet jusqu'à la diffusion du TV show. Vous prenez en compte les retours des consommateurs, des téléspectateurs. Par exemple, si vous avez des retours préférant qu'un personnage soit plus ainsi ou moins autre chose, vous prenez cela en considération dans l'écriture du scénario, vous vous adaptez. L'Inde produit énormément, à moindre coût, et sans sacrifier à une qualité croissante, bien que stylistiquement décalée. La patrie du Mahatma Gandhi a compris dès les premières heures qu'il fallait ancrer son cinéma dans sa riche culture pour atteindre son public national, aujourd'hui estimé à plus d'1 milliard d'habitants. Depuis, la fiction indienne a conquis d'autres contrées, et l'Afrique n'y échappe pas. C'est vraiment génial de savoir que les gens qui ne sont pas de mon pays ou qui ne parlent pas ma langue apprécient mon travail, comprennent mon personnage et se sentent si proches de ce personnage. C'est un véritable compliment et ça m'encourage à toujours faire mieux. Je suis si heureuse d'avoir joué le rôle de Saloni. Retour en Côte d'Ivoire. Ici, ce qui plaît dans les fictions indiennes, ce sont ces histoires d'amour impossible, un des reflets d'une société indienne érigée en caste. Le public ivoirien se retrouve aussi dans les valeurs de ce peuple pieux, attaché à l'image familiale. La proximité culturelle, l'autre raison de bâtir un énième pont économique entre les deux pays, celui de la fiction audiovisuelle. 3 mois après sa visite d'exploration, la RTI finalise des accords de coproduction avec des majors de ce géant mondial du cinéma. Parlons agriculture. Plus de 50 milliards de francs CFA ont été dégagés par l'Agence française de développement pour assurer une production vivrière qui va insuffler une nouvelle dynamique à la lutte contre la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Et cela va aussi permettre de faire une agriculture un peu plus durable. Adama Koné était au lancement du projet qui va permettre aussi l'aménagement de 140 hectares de riz dans le nord du pays. Le programme Filières agricoles durables de Côte d'Ivoire, FADSI, entre dans sa phase opérationnelle. Le démarrage officiel, le 15 juin dernier, a donné lieu à une rencontre des différents acteurs pour créer un automatisme dans la mise en œuvre. Ce, d'autant que le projet FADSI doit apporter une réponse à la problématique de l'approvisionnement des marchés en produits vivriers. Le projet FADSI vise à initier et à accompagner un changement de pratiques agricoles et de gestion des ressources naturelles qui auront des impacts positifs en termes de conditions de vie, de cohésion sociale et de santé humaine. En effet, le projet va non seulement permettre l'augmentation de la production de riz et de produits maraîchers via la réhabilitation de barrages hydro-agricoles dans le nord de la Côte d'Ivoire, en améliorant les conditions d'usage de l'eau ainsi que d'accès au foncier, mais cette production va s'inscrire dans une démarche plus globale d'amélioration de la qualité des aliments avec la mise en place d'un système national de contrôle des aliments. Le programme FADSI, c'est une enveloppe de 50 milliards 500 millions de francs CFA provenant du deuxième contrat de désendettement et de développement CEDD. Si le premier contrat a consisté à soutenir la Côte d'Ivoire dans la sortie de crise, le deuxième s'inscrit dans une dynamique d'accompagnement du pays vers l'émergence.
L'ambassade du Canada et une ONG organisent une conférence débat contre le mariage précoce et forcé des enfants en Afrique lors de la Journée internationale de l'enfant africain. Le thème retenu cette année, ensemble contre le mariage des enfants, et un fléau contre lequel aussi les participants et invités ont décidé de lutter. Sangare Awa, en classe de première D, a échappé au mariage forcé et précoce. Les sensibilisations contre le phénomène lui ont permis de résister. Aujourd'hui, elle poursuit ses études. J'étais en vacances chez ma grand-mère paternelle et elle a voulu me donner en mariage au fils de la sœur de mon papa. Et quand elle a tout préparé, elle m'a appelé, elle m'a dit « Ah, parmi les enfants de ton papa, il n'y a personne ici. Donc je voulais que tu restes près de moi, donc je vais te donner en mariage à telle personne. » Il y a une dame au quartier qui aimait bien mon affaire. Je l'ai expliqué et je lui ai même dit. Elle m'a dit, qu'est-ce que jamais ton papa te demande là? Il ne faut pas dire c'est moi qui ai dit. Il ne faut pas accepter. Et elle m'a dit tout. Que quand tu te maries, là, un vieux là, au village là-bas, comme ça, elle m'a dit, tu ne veux pas devenir quelqu'un de mieux. Un cas d'école pour les acteurs du système des droits de l'enfant, de la protection sociale et les religieux. Ils se sont rencontrés pour réfléchir sur les voies et moyens pour sauver d'autres filles. Quand on parle de mariage, on parle de consentement. On est dans le choix libre, on est dans le domaine d'une satisfaction, donc d'un choix personnel. Or là, le choix est imposé dans la vie sentimentale de la personne, traumatisme à tous les niveaux. L'ambassade du Canada et plusieurs structures de droits de l'enfant et de la protection sociale optent pour la sensibilisation des parents dans leur langue maternelle pour freiner le fléau. Le mariage est un choix personnel des intéressés et non une imposition d'une personne à la jeune fille par ses parents. La journée de l'enfant africain a aussi été célébrée à Dabakala, une parade des enfants à travers les rues de cette commune. Une cérémonie commémorative ont marqué cette journée. Il y a aussi des sketchs et des poésies sur les droits et le bien-être des enfants. Des sketchs et poésies qui ont édifié autorités et publics. Walter Amadou Ouattara. Célébration de la journée de l'enfant africain à Dabakala dans la région du Hambol. Parade à travers les rues de la commune, puis prestation des enfants. Poésie, chants, danse et sketch sur les droits et devoirs des tout-petits. La présidente du Parlement des enfants de Dabakala de s'adresser au public. Elle interpelle sur le thème choisi. Protégeons nos enfants contre la maltraitance, c'est notre responsabilité. Nous sommes encore victimes de violences, d'abus sexuels, de grossesse précoce, de déscolarisation, d'excision, pour ne citer que cela. Aujourd'hui, c'est encore l'occasion d'interpeller nos autorités, nos parents, nous-mêmes enfants, afin de prendre des mesures idoines pour enrayer les différents fléaux cités plus haut. Cette célébration de l'enfant africain à Dabakala est une initiative du MESAD, Mouvement pour l'éducation, la santé et le développement. Rappeler l'importance qu'il y a pour les parents et pour les personnes adultes de respecter donc le droit des enfants, de pouvoir donc aider ces enfants-là donc à trouver des cadres où ils peuvent donc s'épanouir. Avant Dabakala, le MESAD et ses partenaires ont visité Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké et Katiola. Plus de 10 000 enfants ont été mobilisés pour sensibiliser parents, enseignants et éducateurs sur le bien-être social des tout-petits. La coalition africaine de l'action mondiale contre la pauvreté organise des actions simultanées lors de la journée de l'enfant africain. Cette journée de l'enfant africain est un événement annuel qui commémore le massacre des enfants de Soweto de 1976 par le régime de l'apartheid. Le 16 juin 1976, on a mis le feu aux poudres. Nous n'avons fait qu'allumer la mèche qui a fait exploser toute l'Afrique du Sud. Il y a 40 ans, jour pour jour, Soweto explosait. Le 16 juin 1976, des milliers d'écoliers, la plupart en uniforme, descendaient dans les rues du township pour protester contre l'imposition de l'afrikaans comme langue d'enseignement dans toutes les écoles noires. Une langue difficile et perçue comme celle de l'oppresseur blanc, un instrument de sa domination. Ce jour-là, la police avait alors ouvert le feu.
Dan Moussissi, survivant et figure de proue du mouvement qui a conduit au soulèvement, se souvient encore. La violence lors des soulèvements de 1976 n'a pas été causée par les étudiants. C'était une répression de la police de l'apartheid qui nous a tiré dessus, surtout dans le dos, quand nous étions en train de nous enfuir. Personne ne sait exactement combien d'enfants ont été tués ce jour-là. Certains parlent d'une vingtaine, dont le plus connu est un jeune garçon de 13 ans, Hector Peterson. Sur cette image qui a fait le tour du monde, secouer les consciences et révéler aux yeux du monde entier toute la brutalité du régime ségrégationniste. Comme une traînée de poudre, la contestation s'était étendue sur le reste du pays, des manifestations sévèrement réprimées, entre 500 et 700 personnes avaient péri. Mais pour le régime raciste, c'était le début de la fin. Il chute en 1994 et Nelson Mandela accède au pouvoir. Il prône une nation arc-en-ciel dans laquelle blancs et noirs ont leur place, mais difficile d'effacer les traces. Les cicatrices laissées par ce passé impactent encore le présent. 16 juin 1976, une page de l'histoire de l'Afrique du Sud s'est écrite à l'encre de sang et depuis 1991, le monde entier marque une halte tous les 16 juin en hommage à Hector, tué à Soweto, aussi en hommage à l'enfant africain dont le quotidien rime bien souvent avec souffrance. Sachez que 34 migrants, dont 20 enfants, ont perdu la vie dans le désert nigérian. Ils tentaient de se rendre en Algérie voisine. Les migrants ont été abandonnés par des passeurs. Jusqu'à présent, seuls 2 corps ont été identifiés, ceux d'un Nigérian et d'une Nigérienne de 26 ans. Et selon une source sécuritaire citée par l'AFP, ils sont probablement morts de soif, comme c'est le cas le plus souvent. La question de l'immigration clandestine, justement, était au cœur d'une conférence publique organisée par la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite. Le conférencier a abordé le sujet sans faux fuyant en présence de plus de 300 jeunes. C'est en tout cas ce que nous dit Kader Ouattara et Abou Sanogo. De janvier à mai, l'on estime à 3156 personnes venues de la Côte d'Ivoire qui ont eu accès à l'Italie par voie maritime. Une conférence publique suivie de projections de films sur la souffrance des clandestins a été projetée. Les autorités ivoiriennes expriment leur volonté de juguler l'immigration clandestine qui affecte et endeuille de nombreuses familles. D'où cette séance de sensibilisation des jeunes venus de différents quartiers du district d'Abidjan qui vise à lutter contre l'immigration clandestine. Il y a mieux à faire ici. Il est inutile de vendre sa vie sur les eaux. Les chantiers ouverts par le gouvernement ici leur permettent à chacun d'exercer tout en se donnant un peu de courage pour avoir sa place sous le soleil ivoirien. Le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur propose d'aller au-delà de la sensibilisation et de prévoir des sanctions à l'encontre des réseaux mafieux. La sensibilisation doit s'accompagner aussi des répressions dans le cadre des personnes qui sont récidivistes. Donc nous, on va monter l'ensemble des informations qui nous parviennent aux différentes autorités qui sont en charge du caractère répressif. Selon les associations qui œuvrent contre l'immigration clandestine, ces 20 dernières années, environ 20 000 personnes ont perdu la vie en tentant de se rendre en Europe par la Méditerranée. Des agents de la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire sont en grève. Ils ont manifesté à l'entrée des locaux de l'ONUCI, ici même à Abidjan, et réclament une indemnité de départ avant la fermeture de la mission onusienne en Côte d'Ivoire prévue pour 2017. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, appelle les grévistes à l'apaisement. Hors de chez nous, la Banque centrale du Nigeria, qui maintenait inchangé le taux de change du Naira vis-à-vis du dollar, a ouvert la voie à la dévaluation de sa monnaie pour rassurer les investisseurs étrangers alors que le pays traverse des turbulences économiques. C'est inévitable, la monnaie nigériane n'échappera pas à la dévaluation. Les autorités qui avaient résisté à cette idée ont fini par céder. Initialement fixé autour de 200 naira pour $1, le taux d'échange sera dicté par le marché, à compter de ce 20 juin, a annoncé le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria. Tout d'abord, le marché doit opérer une structure de marché commun à travers la réintroduction d'un taux interbancaire flexible. De plus, le taux d'échange sera uniquement guidé par le marché.
La sévère crise économique, elle-même occasionnée par la chute des cours mondiaux du pétrole, a fini par avoir raison de la première économie africaine. Le pays tirait l'essentiel de ses ressources, de l'exploitation de l'or noir, 70% des revenus de l'État et 90% de ses réserves de devises étrangères, devenues rares au marché noir, entraînant ainsi la chute du Naira. La nouvelle donne financière impose de la Banque centrale une implication plus accrue dans la régulation du marché. La Banque centrale du Nigeria va participer au marché au travers d'interventions périodiques pour soit acheter, soit vendre des devises étrangères selon les besoins. Ensuite, pour améliorer la dynamique du marché, nous allons présenter les principaux négociants qui vont s'enregistrer auprès de la Banque centrale du Nigeria pour négocier directement avec la banque pour les gros échanges. La nouvelle a été bien accueillie dans les milieux financiers. Ceux-ci estiment qu'elle va contribuer à redonner à l'économie nigériane son attrait de première puissance économique africaine. Aucune déclaration cependant du côté des autorités politiques, notamment du président Buhari, qui avait estimé en 2015 qu'une dévaluation tuerait le Naira. L'une des boîtes noires de l'avion de l'Égypte Air qui s'est abîmée en mer Méditerranée a été récupérée. Le parquet égyptien a donné l'ordre de confier la boîte noire à un comité technique pour récupérer et analyser les conversations. Salimata Dia, Hamza Diaby. À la recherche des débris de l'épave de l'Airbus A320 d'Égypte Air localisée sur plusieurs sites de la Méditerranée, l'équipe égyptienne de recherche ne se doute pas de la découverte qui l'attend. Une des boîtes noires de l'Airbus est retrouvée et repêchée en mauvais état. C'est ce que précise la commission d'enquête égyptienne. Cette boîte, enregistrant les conversations du cockpit de l'avion, devrait mener à la connaissance des causes liées au crash du 19 mai. Le second enregistreur, contenant les données techniques du vol, est lui toujours recherché. L'hypothèse d'attentat, initialement mise en avant par l'Égypte, a finalement cédé du terrain à celle de l'incident technique. Des alertes automatiques avaient été émises par l'appareil 2 minutes avant sa chute, signalant une fumée dans le cockpit et une défaillance de l'ordinateur gérant les commandes. C'est ainsi que le 19 mai, le vol d'Égypte Air reliant Paris au Caire disparaissait avec à son bord 66 passagers. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.